J'ai grandi à Cinca, dans les Côtes d'Armor, près de la mer. D'ailleurs, la mer a toujours fait partie de ma vie. D'abord en croisière en famille, ensuite en régate avec les copains. Et puis j'ai même décidé d'en faire mon métier. J'ai rencontré Max sur le Bel Espoir, un bateau-école de l'association du Père Jaouen. Et en 2013, avec Max, on a décidé d'acheter un voilier, à Tahiti. On a trouvé Flores, un Damien 40, un bateau en acier, hyper costaud, confortable. Un vrai bateau de voyage. Et en plus, un bateau déjà équipé pour aller dans le froid. Alors avec un bateau comme ça, à Tahiti, mon rêve de petite fille devenait réalité. C'était la Patagonie. J'avais passé des heures devant des livres de photos à regarder ces immenses montagnes enneigées tombées dans la mer. Donc depuis Tahiti, il a juste fallu qu'on traverse le Pacifique pendant 40 jours. Et on est arrivé là-bas, dans ce dédale de canaux, ce labyrinthe de fjords et de glaciers qui descendent dans la mer. Et au bout de 3-4 mois, passés dans ce labyrinthe, on a atteint Ushuaia. Ushuaia, le sud de l'Amérique du Sud. Et Ushuaia, c'est le camp de base de tous les voiliers qui partent en Antarctique. Des voiliers pros, des voiliers privés. Mais nous, au début, on n'avait pas trop la prétention qu'on pouvait aller en Antarctique. On pensait que c'était pas à notre niveau, que c'était vraiment que pour les bons et les professionnels. Et puis au fur et à mesure des rencontres, on s'est dit, mais en fait, pourquoi pas ? Les gens nous ont encouragés, nous ont dit que si on était arrivé là, on était censé être capable, et puis qu'on avait le bateau qui était fait pour. Alors on s'est rendu compte que l'idée, elle n'était pas si loin dans notre tête, et on s'est laissé assez facilement convaincre. Donc on a décidé d'y aller aussi. Et donc le 24 décembre 2015, on a mis cap sur l'Antarctique. On était 5 à bord. 4 marins et Cynthia, une montagnarde, qui n'avait jamais mis les pieds sur un bateau. J'étais hyper angoissée, mais hyper excitée, avec un stress énorme qui permet juste de dégager une énorme puissance qu'on a à l'intérieur de soi. J'avais une grande confiance dans Flores, une grande confiance dans Max, et on avait tous les deux une grande confiance dans l'équipage. Les 3 premières semaines de navigation se sont hyper bien passées. On a eu une super météo. Et après, plus on descendait dans le sud, moins ça devenait facile. La météo devenait de plus en plus compliquée, moins en moins bonne. La pluie, le vent, la neige. Et en plus, on commençait à atteindre des zones qui étaient de moins en moins cartographiées, voire plus du tout. Et les mouillages étaient de plus en plus rares. Un jour, à l'approche d'un mouillage, on a commencé à voir un énorme halo lumineux à l'horizon, une énorme lumière blanche. Et là, on a enfin compris qu'on avait atteint ce qu'on était venu chercher. C'était la banquise. La vraie glace de mer, celle qui s'étend sur des milliers de kilomètres carrés, celle sur laquelle on peut marcher, mais aussi celle qui prend les bateaux en otage. Et donc c'est sur ce 66e parallèle qu'on a vraiment atteint le paroxysme du voyage. On commençait à trouver tout ce qu'on était venu chercher en Antarctique. Le froid, la glace, la difficulté, la solitude, la banquise, et surtout cette absence de repères connus. On était totalement perdus. On en a profité dans ce mouillage pendant 1 semaine, à profiter des animaux. On a joué entre les plaques de banquise. Et puis au bout d'1 semaine, il a quand même fallu qu'on repense à repartir, malheureusement. Et surtout, on savait que l'épreuve qui était devant nous n'était pas la plus facile.
C'était la remontée du Drek, le Drek retour, la navigation qui nous séparait d'Ushuaïa. Pour ça, on avait fait appel à un ami, un routeur, qui allait nous conseiller au niveau météo. Et quand on l'a appelé, il nous a dit il faut partir soit maintenant, soit dans 10 jours. On était un peu triste de partir dès maintenant, on avait encore envie d'en profiter. Mais on savait bien que la saison australe avançait et que surtout la nuit commençait à revenir. Et naviguer la nuit entre les glaçons, c'est quand même fortement déconseillé. Malheureusement, la fenêtre météo qui nous proposait était un peu compliquée. Très ventée, pas du tout le Drek aller qu'on avait vécu. Donc on a mis du temps à se décider, et c'est Pierre Lanier, le routeur, qui nous a dit si vous êtes arrivé là, c'est que vous êtes capable de l'emprunter, ce créneau. Et donc voilà, notre ego après un coup, on s'est dit bon, si Pierre Lanier nous dit d'y aller, on va y aller. Donc on a raccroché, puis on a levé l'ancre. Les 36 premières heures de navigation se sont bien passées. Et puis c'est comme prévu, le matin du 3e jour, que le vent a commencé à fraîchir. Pendant plusieurs heures, il est monté, jusqu'à atteindre 50 nœuds. Mais en fait, là, on était bien. Fleurès était bien réglé, on avait 3 riz dans la grand voile, une trinquette à l'avant. C'était fascinant. On était tous hyper angoissés. Mais moi, j'ai trouvé ça fascinant de vivre une tempête du Grand Sud. Une tempête comme on peut lire dans les livres, en fait. Ce que j'ai aimé le plus, c'est le contraste de couleurs entre la mer, le gris profond de la mer, et le turquoise de la crête des vagues qui déferlent. C'est vraiment un moment où je me suis sentie hyper vivante, mais totalement morte de trouille. Et puis au bout de quelques heures, le vent a commencé à tomber. Et notre vigilance aussi. On s'est dit qu'on avait passé le plus dur, mais en fait là-dessus on se trompait. Le plus dur, c'est quand le vent mollit et que la mer devient de plus en plus creuse. Quand le vent tombe, toute la pression que le vent exerçait sur la mer n'existe plus, et là la mer, elle exprime toute l'énergie qu'elle a accumulée. Et ça, on le savait pas. Et on l'a compris après, vers 15h, quand j'étais de quart avec Yann, alors que les autres dormaient. On a justement observé que la mer commençait à se former de plus en plus. On était mal réglés, Fleurès réagissait mal, il était de plus en plus dur à barrer. On était justement en train de se dire qu'on allait changer quelque chose, un réglage. Mais on n'a pas eu le temps de le faire. Et là, j'ai vu les yeux d'Yann écarquillés. J'ai pas du tout eu le temps de regarder dans la même direction que lui. Mais j'ai eu le temps de voir du coin de l'œil une énorme masse d'eau turquoise. Et là, trou noir. J'ai repris conscience à côté de la table à cartes. J'avais été projetée à l'intérieur. Je suis vite sortie sur le pont, et là j'ai constaté le carnage. Le pont avait été ravagé. Les panneaux solaires avaient été totalement tordus, l'éolienne décapitée. Et heureusement, j'ai vu Yann, agrippé à la barre, silencieux. Il avait le visage tout violet, tuméfié, pris en étau dans son gilet de sauvetage jaune qui s'était gonflé au contact de l'eau. On a mis du temps à réaliser ce qui nous était arrivé, qu'on avait mis la tête à l'envers, le mât totalement à la verticale dans l'eau. Et on s'est rendu compte de la puissance de la vague quand on a repéré à l'intérieur que tous les placards avaient été arrachés, que des lasagnes avaient été projetées au plafond et que toutes les boîtes de conserve s'étaient retrouvées à l'opposé.
On est resté sous le choc pendant de longues minutes, au point d'oublier Yann à la barre, trempé, qui nous a finalement appelés en disant « J'ai un peu mal, les gars, j'aimerais bien que vous me remplaciez. » Et puis on lui a trouvé une bannette sèche, ce qui devenait rare à bord. On lui a donné un Doliprane et on lui a souhaité bon courage pour les 48 heures de navigation qui nous restaient jusqu'à Ushuaia. Ensuite, on s'est réorganisé, on s'est rendu compte qu'on n'était pas en détresse, que Flores avait un mât qui était resté debout, que les voiles n'étaient pas déchirées, et donc on pouvait rentrer. Malheureusement, on avait un équipier et un pilote auto en moins, donc il a fallu se réorganiser. Et là, on s'est rendu compte qu'on a échangé très peu de mots entre nous pendant ces 48 heures de navigation. On a échangé que du langage utile. Jamais on a évoqué la vague, jamais on a évoqué l'incident. On savait que d'en parler, ça voulait dire évoquer nos peurs, nos faiblesses. Et c'était pas le but. Le but, c'était de garder toute notre énergie pour rentrer. La fin de cette galère, on l'a aperçue quand on a vu la silhouette de l'archipel du Cap Horn. C'était un chouette moment, une lumière du crépuscule qui éclairait ces hautes falaises noires du Cap Horn. C'est pourtant un lieu d'habitude hyper hostile, mais qui, pour nous, ce jour-là, avait synonyme de refuge. Et à ce moment-là, Yann est sorti, il commençait à aller mieux. Donc on a pu constater ensemble qu'on était en train de sortir de cette galère. L'idée qu'on aurait pu rentrer à 4 et pas à 5, a commencé à s'insinuer un peu plus tard. Yann, sa vie, il a tient une barre en aluminium qu'il a retenue lorsque la vague l'a fauché et que lorsque des centaines de tonnes d'eau lui sont tombées dessus. Pardon. Mais heureusement, on garde aucun traumatisme de cette vague. On a compris nos erreurs, on a compris que dans des conditions comme ça, on aurait dû mettre en fuite. Donc c'était vraiment une erreur de débutant. Et heureusement qu'on garde aucun traumatisme, parce que pour 3 d'entre nous, c'est notre métier. Et ce qui est rigolo, et ce qui est plutôt chouette, c'est qu'on s'est tous dit que finalement, on avait vraiment envie d'y retourner. Moi, ce que j'en garde de cette vague et de ce voyage, c'est une cicatrice sur le front ici. Elle s'estompe petit à petit, mais je la vois quand même tous les matins dans la glace. Et ce qui est chouette, c'est qu'elle ne m'évoque plus du tout le souvenir de cette vague, mais plutôt la puissante envie de retourner un jour pour constater la pureté de l'Antarctique.